RFI, Radio France Internationale, il est 6h30, ici à Paris, 4h30 en temps universel. Xavier Besson. Bonjour à tous. L'actualité africaine ce matin, des milliers de personnes qui fuient Djouba, la capitale, des appels au calme qui viennent du président et du vice-président. Le Soudan du Sud a connu une nouvelle journée de combat hier, justement entre troupes gouvernementales et hommes fidèles au vice-président et ancien chef rebelle Riek Machar. Le Conseil de sécurité de l'ONU sollicite l'aide des pays de la région pour mettre fin aux affrontements et pour qu'ils fournissent des casques bleus supplémentaires. Dans ce journal également, le président sud-africain qui entame aujourd'hui une visite de 2 jours en France. Madagascar, où l'on tourne en dérision le très controversé code de la communication qui vient d'être adopté. L'Éthiopie, qui a bloqué l'accès à tous les réseaux sociaux. Et reportage à Kinshasa, où l'on a suivi avec passion et attention la finale hier du championnat d'Europe de football, qui a vu la victoire du Portugal face à la France. Dans un quart d'heure aussi, la RDC. On parlera de la date de l'élection présidentielle, de la fin du mandat du président Joseph Kabila, mais aussi des relations avec les États-Unis et de l'opposant Moïse Katumbi. Notre invité est ce matin Henri Mauval, le secrétaire général du PPRD, le parti au pouvoir en République démocratique du Congo. Les combats n'ont pas cessé hier à Djouba, au contraire, ils se sont poursuivis, se sont amplifiés, ont touché plusieurs quartiers de la capitale sud-soudanaise, notamment près de l'aéroport international de la ville. Des violences qui ont en fait débuté jeudi dernier entre des membres des forces de l'ordre et des éléments fidèles au vice-président et ancien chef rebelle Riek Machar. Des milliers de personnes ont déjà fui ces affrontements qui ont fait plus de 270 morts selon les médias locaux. Les principaux dirigeants du pays, le président Salva Kiir et son vice-président donc Riek Machar, qui entretiennent des relations compliquées, ont tous les deux appelé au calme, mais les violences continuent. Et cela s'explique facilement pour Richard Nild. Il est journaliste indépendant, spécialiste du Soudan du Sud, et il est actuellement présent à Djouba. Throughout the civil war, there were question marks over the degree of direct control that the leaders had over their army. Tout au long de la guerre civile, il y avait déjà des interrogations sur le contrôle direct que les deux leaders avaient sur leurs hommes. On se posait cette question déjà à cette époque, en particulier avec les troupes de l'opposition de Riek Machar. Le commandement et le contrôle n'étaient pas très opérationnels. Des animosités personnelles, tribales et des rivalités locales peuvent aussi expliquer cette situation. Souvent, les violences au Soudan du Sud sont la conséquence de représailles et de contre-représailles. Donc quand on a une succession d'incidents comme cette semaine, les événements peuvent échapper au chef. Cela ne veut pas dire que les leaders n'ont pas du tout de contrôle, ils en ont sûrement. On peut donc s'attendre à ce qu'ils demandent publiquement la fin des violences. Cela ne veut pas dire non plus qu'ils ne recherchent pas ces violences en coulisses. Mais on ne peut pas nécessairement lier la volonté des leaders aux actions de leurs troupes. Le journaliste indépendant Richard Nill, joint à Djouba par Laetitia Bezin. Alors hier, les États-Unis ont réclamé la fin des combats. Ils ont ordonné également le retrait immédiat du pays de tout le personnel de leur ambassade qui n'est pas jugé essentiel. De leur côté, les Nations Unies se sont réunies en urgence hier, réunion du Conseil de sécurité et qui appelle à un retour au calme très rapide et qui demande aux pays de la région et à l'Union africaine de discuter avec les dirigeants sud-soudanais. À New York, Marie Bourreau. Les 15 membres du Conseil de sécurité se sont mis d'accord sur un communiqué qui condamne les récentes violences et en particulier les attaques contre les populations civiles. Le chef des opérations de maintien de la paix, Hervé Ladsous, a toutefois indiqué lors de ses consultations à huis clos que la MINUS, la mission de l'ONU au Soudan du Sud, n'aurait pas les moyens d'assurer son mandat de protection des civils en cas de violence à grande échelle. C'est donc dans l'immédiat un message politique fort que le Conseil de sécurité a envoyé aux parties sud-soudanaises. Il a clairement indiqué dans son communiqué que des sanctions pourraient être prises contre les forces de sécurité qui se rendraient coupables de violences à l'égard des civils et des personnels onusiens. À quelques semaines du renouvellement du mandat de la MINUS fin juillet, les ambassadeurs ont aussi rapidement évoqué de nouvelles pistes opérationnelles, renforcement du mandat, des effectifs et des moyens supplémentaires. L'Égypte a par exemple évoqué l'idée d'une zone d'exclusion aérienne. Dans son communiqué, le Conseil appelle d'ores et déjà les États de la région à se tenir prêts à envoyer plus de casques bleus. Marie Bourreau, New York, RFI. Les Nations Unies que l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch critique sévèrement ce matin. L'ONG parle d'une stratégie perdante et qui a échoué, à savoir
celle de se reposer sur la bonne volonté supposée de tous les dirigeants sud-soudanais. Notez que les ministres des Affaires étrangères de l'IGAD, l'organisation régionale de l'Afrique de l'Est, doivent se réunir en urgence aujourd'hui lundi à Nairobi au Kenya. Il est 6h35 à Paris, un tête-à-tête avec le chef de l'État français dès ce soir et la commémoration d'une bataille de la Première Guerre mondiale à laquelle des troupes sud-africaines avaient participé. Ça, ce sera demain. Jacob Zuma, le président sud-africain, entame ce lundi une visite d'État en France. Déplacement officiel placé également sous le signe des questions de coopération économique. La France et l'Afrique du Sud ont d'importants échanges commerciaux malgré des relations diplomatiques parfois un peu plus compliquées. À Johannesburg, Alexandra Branjon. L'Afrique du Sud et la France, c'est un peu je t'aime, moi non plus. Une relation ambivalente. Depuis des années, Paris courtise l'Afrique du Sud, marché à fort potentiel et porte d'accès à l'Afrique subsaharienne. Mais du côté de Pretoria, on se méfie. L'ANC, le parti au pouvoir depuis la fin de l'apartheid, maintient une attitude défensive envers les pays occidentaux et notamment envers la France, accusée d'ingérence sur le continent africain. Son influence en Côte d'Ivoire, à Madagascar, son intervention militaire au Mali, le sentiment anti-français est notamment ressorti lors de l'élection à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Peter Fabricius, consultant à l'Institut pour les études de sécurité. C'était très visible lors de l'élection il y a 4 ans de la présidente de la Commission de l'Union africaine. L'Afrique du Sud, dans sa campagne pour soutenir sa candidate, a clairement accusé son concurrent, le Gabonais Jean Ping, d'être une marionnette de la France, ajoutant que la France s'ingérait en Côte d'Ivoire, au Mali. Il y a toujours eu une relation compliquée. Mais selon Fabricius, l'Afrique du Sud est pragmatique. Elle reconnaît que la France peut être un allié important sur le continent et notamment un partenaire économique à ne pas négliger. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. L'Afrique du Sud, où les médias ont annoncé hier l'arrestation de 4 hommes présentés comme des terroristes, tous âgés d'une vingtaine d'années. Ils envisageaient de se rendre en Syrie pour y combattre auprès du groupe État islamique. C'est une semaine particulière que vient de vivre le Zimbabwe, une semaine de contestation sociale. Alors que les fonctionnaires n'ont pas été payés, au mois de juin, faute de liquidité, les mouvements de grève et les rassemblements se sont multipliés dans le pays du président Robert Mugabe, un chef de l'État qui s'est exprimé ce week-end et qui a crié au complot. Tandiwe Katié. Le chef de l'État nonagénaire a donné une explication claire. Si les travailleurs perçoivent leur salaire en retard, c'est à cause des pays occidentaux. C'est la faute aux sanctions internationales imposées par les États-Unis et l'Europe. Les coupables, ce sont ces quelques pays qui interceptent les paiements destinés à nos salariés. C'est ce qu'a déclaré Robert Mugabe ce week-end devant une foule de supporters dans un stade situé non loin de la capitale, Harare. En grève depuis la semaine dernière, des fonctionnaires qui n'ont toujours pas été payés multiplient les manifestations et les appels à la démission du président. Des médecins, des infirmiers et des enseignants descendent dans les rues un peu partout au Zimbabwe, rejoints par une population en colère et en détresse, victime d'une économie à terre où la survie fait partie de leur quotidien. Le week-end dernier déjà, plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées à Beitbridge suite à l'annonce de nouvelles lois d'importation. Il ne sera désormais plus possible de ramener d'Afrique du Sud certains produits comme de la confiture ou des extensions capillaires à moins d'avoir un permis spécial. Face aux protestations, la brutalité policière, le tabassage de manifestants et les arrestations arbitraires ont été observés tout au long de la semaine. À Johannesburg, Tandiwe Katié, RFI. L'humour en dernier recours à Madagascar. Le controversé code de la communication adopté la semaine dernière continue de faire réagir. Ce texte qui prévoit par exemple des amendes pouvant aller jusqu'à 30 000 € pour injures ou diffamations commises envers les représentants de l'État. Et il fait réagir ceux qui sont directement concernés, les journalistes, les blogueurs, mais aussi les youtubeurs qui se mettent désormais à tourner ce code de la communication en dérision. À Antananarive, Vulana Razaf Manantsou. Madagascar n'a jamais été aussi bien gouverné depuis 1960. C'est le titre de la parodie du quotidien L'Express qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. L'auteur de la fausse une, un ancien journaliste, a voulu réveiller l'opinion sur ce qu'il risque d'arriver avec l'adoption du code de communication. Selon l'ancien journaliste, voilà ce qu'attend Razzonar Mampian de la presse. Au sommaire, 100 000 personnes manifestent pour fêter le président ou encore une offre de téléphone qui permet d'appeler ses amis pour dire, je cite, qu'on a un bon président.
Dans une autre caricature, Kim Jong-un, dictateur nord-coréen, s'interroge sur le code de communication. C'est comme chez nous, de la dictature légale, maître, lui répond un militaire. Bienvenue en Corée du Nord, ironise également Sech Rakutmalal, auteur du blog de Madagascar. S'il joue la carte de l'humour, le blogueur envisage de supprimer certains articles, comme celui concernant la robe que la femme du président portait le jour de la fête de l'indépendance. Une robe avec un ananas imprimé qui coûte plusieurs milliers d'euros. Le youtubeur Joe critique, lui, la robe ananas dans sa dernière vidéo, mais sans jamais citer le nom de la première dame, Wang Razonarmampian, clin d'œil au film Harry Potter où les personnages n'osent pas prononcer le nom du méchant Voldemort. Si cette fois l'autocensure a amplifié l'humour de sa vidéo, le youtubeur craint de ne plus pouvoir faire rire comme avant. Vulan Razmanansu, Antananarive, RFI. La censure, l'accès difficile à Internet, c'est un sujet de préoccupation en ce moment aussi en Éthiopie. Mesure sans précédent, Addis Abeba a coupé l'accès aux réseaux sociaux dans tout le pays. Le gouvernement éthiopien se justifie en avançant qu'il s'agit de lutter contre la fraude en cette période d'examen. Karim Lebourg. Depuis samedi matin, impossible d'accéder à Facebook, Twitter ou Instagram en Éthiopie. Tous les réseaux sociaux sont bloqués et ce sera le cas jusqu'à mercredi. Une mesure de prévention en période d'examen universitaire, dit le gouvernement éthiopien, pour éviter les fuites de sujets qui ont déjà forcé l'annulation des épreuves le mois dernier. Le porte-parole du gouvernement estime même que les réseaux sociaux sont, dit-il, une source de distraction pour les étudiants. L'Internet en Éthiopie est déjà sévèrement filtré, mais jamais les réseaux sociaux n'avaient été bloqués de la sorte dans tout le pays. Les internautes éthiopiens ont rapidement trouvé la parade en utilisant des VPN. Beaucoup dénoncent un blocage injustifié et certains suggèrent que le gouvernement éthiopien est tout simplement en train de tester de nouveaux logiciels de filtrage qui pourraient s'avérer bien utiles lors de troubles politiques comme lors des manifestations de ces derniers mois en région Oromo. Karim Lebourg, Addis Abeba, RFI. Et puis c'était l'événement sportif de la journée d'hier en France, la finale de l'Euro, le championnat d'Europe de football. Un match et une défaite de l'équipe de France face au Portugal de Cristiano Ronaldo. Et défaite 1-0 en prolongation grâce à un but du Lillois Eder. Un match qui a été très suivi sur le continent africain, notamment à Kinshasa où Kamanda Wakamanda Muzembe s'est rendu à l'espace café Lydia Ludic dans la commune de la Gombe, dans la capitale congolaise. Lydia Ludic, esplanade, café, machine à sous, parmi la clientèle des fanatiques du football. Ils viennent en groupe d'amis suivre des matchs de football qui sont retransmis à la télévision. Ce dimanche, ils y sont également. C'est la finale de l'Euro 2016 entre la France et le Portugal. Nombreux sont pour la France. Pour moi, déjà la coupe est gagnée. Je suis bleu de sang et on va gagner. La France est supérieure par rapport au Portugal. Je parie en 3 secondes. C'est avec passion que la rencontre est suivie par le public. Zéro but partout à la fin du temps réglementaire. Seconde période des prolongations. Le Portugal marque le seul but de la partie. Les supporters du Portugal sortent de leurs réserves. Fin du match, chaque camp trouve une explication à la défaite de la France. L'entraîneur de l'équipe de Portugal était réaliste. Il y avait beaucoup d'occasions qu'on a ratées. Comme un pays francophone, il fallait que la France gagne. Bon, je pense que c'est la loi du football. Kamanda Wakamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Analyse, réaction en France, au Portugal et ailleurs aussi à propos de ce match. C'est tout à l'heure dans un quart d'heure. Édition spéciale sur RFI avec Marie Casadebé sur cette finale perdue par la France et plus globalement sur la fin de ce championnat d'Europe de football. Rendez-vous donc dans un quart d'heure. Pour l'instant, il est 6h44 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. À suivre dans 5 minutes la revue de presse des journaux africains avec Frédéric Couteau qui nous dira comment là aussi les journaux africains réagissent à la finale de l'Euro perdue par la France hier. On en parlera aussi dans le journal des sports un peu plus tard avec Alexandre Seban. Mais avant cela, tout de suite, c'est notre invité.
La semaine dernière, sur notre antenne, vous avez entendu l'opposant congolais Moïse Katumbi de République démocratique du Congo. Moïse Katumbi, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle, qui a accusé le président Joseph Kabila de vouloir retarder le scrutin et de vouloir ensuite changer la constitution par référendum afin de pouvoir briguer un troisième mandat. Aujourd'hui, voilà la réponse des autorités congolaises, celle de l'un des chefs de la majorité présidentielle, Henri Mova. Il est le secrétaire général du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, le parti au pouvoir à Kinshasa. Il répond, Henri Mova, aux questions de Christophe Boisbouvier. Henri Mova, bonjour. Bonjour. Est-ce que l'élection présidentielle se tiendra avant le 19 décembre prochain, comme le prévoit la Constitution ? Je ne pense pas que je sois la bonne personne à répondre à cette question. Il y a une institution, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, qui ne s'est pas encore vraiment prononcée, mais elle a donné quelques avis techniques qui démontrent que le délai serait difficilement tenable, dans la mesure où, pour la révision du fichier électoral, elle a besoin de 16 mois au moins, et nous sommes au mois de juillet, et donc c'est au-delà du mois d'août 2017 qu'elle pourra disponibiliser un fichier qui soit fiable. Donc le plus probable, Henri Mova, c'est qu'il y aura glissement du calendrier. Bon, le terme est peut-être aujourd'hui galvaudé, mais ça veut tout simplement dire qu'il est possible qu'on ait un report des élections, comme il en est le cas dans beaucoup de pays, dans quasi la totalité de tous les pays du monde. Devant quelques difficultés techniques ou météorologiques ou de retard de calendrier, on peut reporter une élection d'un jour jusqu'à quelques années. Voilà. Alors pourquoi, l'année dernière, le gouvernement n'a-t-il pas donné à la CENI les moyens financiers que celle-ci réclamait pour préparer les élections ? La CENI n'a pas eu que de problèmes d'ordre financier. Son calendrier, ou ses deux calendriers publiés, ont été rejetés par l'opposition qui n'en voulait pas. D'abord parce qu'il n'était pas global et puis il était trop global à la fin. Mais qu'à cela ne tienne, maintenant, il est question de réunir la classe politique autour d'un consensus afin que la suite soit plus heureuse que les erreurs du passé qui sont largement partagées par tous les acteurs du processus électoral, autant de l'opposition, du gouvernement, de la société civile, et tout le monde a sa part des responsabilités. S'il n'y a pas d'élection avant le 19 décembre, qui présidera la transition après cette date ? D'abord, la notion de transition, je crois que c'est une introduction politicienne dans l'affaire. L'article 70 de notre Constitution prévoit que le chef de l'État en poste reste. Cette option a été renforcée par l'interprétation que la Cour constitutionnelle a donnée de cet article 70 et donc en principe le débat devait être clos. Alors selon la Constitution, le mandat présidentiel ne dure que 5 ans et pas un jour de plus. Si le président reste au pouvoir au-delà du 19 décembre, est-ce qu'il ne commettra pas, comme dit l'opposition, un coup d'État ? Vous en êtes encore à discuter de l'interprétation de l'article 70 faite par la Cour constitutionnelle. Le mandat présidentiel est de 5 ans, mais celui qui est en place reste en place, continue jusqu'à ce qu'il fasse la remise et reprise avec un autre. Un président, ça ne se remplace pas comme ça, et notre Cour constitutionnelle, lorsque la Cour parlait, tout le monde se tait. Alors, au terme de cet éventuel glissement, il y aura donc une élection présidentielle. Est-ce que le président Kabila se retirera du pouvoir, comme l'y oblige la Constitution, qui lui a interdit de briguer un troisième mandat ? Le chef de l'État est à son deuxième mandat, à l'issue duquel il n'a pas le droit de se représenter. Et il n'entend pas le faire. Il n'a pas voulu changer de constitution comme les autres l'ont fait. La culture démocratique est en train de s'imposer dans ce pays. Le président est respectueux de ce cadre-là et il a avancé dans le même sens. Mais en même temps, votre adjoint, Emmanuel Ramazani, préconise un référendum constitutionnel en faveur d'un troisième mandat. Non, il ne l'a pas dit comme ça. Il a parlé du référendum qui pourrait porter sur n'importe quoi. Donc, le référendum n'est pas à l'ordre du jour, mais il est constitutionnel. Si le peuple en décide de l'opportunité, il le fera. Donc, nous nous inclinerons devant cette volonté. Les États-Unis viennent de décider des sanctions contre le général Kanyama, le chef de la police de Kinshasa, pour atteinte aux droits de l'homme. Est-ce qu'un bras de fer entre Kinshasa et Washington ne risque pas de vous coûter cher ? Nous ne sommes pas en bras de fer avec qui que ce soit. La volonté première était de faire des sanctions sur plusieurs personnalités et en entraînant toute la communauté internationale à travers l'ONU, notamment à l'Union européenne. Il faut plutôt considérer que c'est un échec de cette politique des faucons, des extrémistes qui voulaient mettre à terre toute solution pacifique à travers le dialogue politique. Depuis qu'il est passé à l'opposition, votre ancien camarade Moïse Katumbi a beaucoup d'ennuis. Ces derniers temps, il a été condamné à 3 ans de prison pour litige immobilier et il risque la peine de mort dans une autre affaire. Pourquoi ce harcèlement judiciaire ?
Vous voyez que votre question est déjà tranchée quand vous dites harcèlement judiciaire. S'il est vrai, comme vous dites, c'est du harcèlement judiciaire, c'est condamnable. Mais à ma connaissance, une question avec un privé qui est d'ailleurs de nationalité grecque, qu'est-ce que ça a à voir avec le processus politique à RDC? Pour l'autre affaire, on n'a pas encore tranché et il faut en dire le moins possible dans la mesure où, si c'est ailleurs, on pourrait être appelé à témoigner parce qu'on aura dit un mot de plus. Moïse Katumbi a pu sortir du pays pour raison médicale. Le jour où il va rentrer, est-ce qu'il risque d'aller en prison ou pas ? Je ne sais pas, je ne suis pas juge. Pourquoi cette focalisation sur une personne et qui d'ailleurs est dans l'opposition de très récentes dates? Mais tout de même, Henri Mova, ces procès qui lui tombent sur la tête, n'est-ce pas la preuve que Moïse Katumbi est un gêneur et que vous essayez de vous débarrasser d'un rival? Non, bien au contraire. Je vous ai dit qu'il était notre camarade il y a pas une année. Et donc, je ne sais pas toutes les vertus que vous lui trouvez juste quand il a traversé la rivière. Il n'y a aucun acharnement, je voudrais vous dire. Vous n'avez pas peur de sa popularité? Qu'est-ce que ça signifie la popularité de Berlusconi ou de Bernard Tapie pour être chef d'État en France? Gérer un pays, ce n'est pas une question de popularité. Vous savez, c'est énormément de compétences, c'est énormément de tensions à supporter jusqu'au gaz lacrymogène ou à d'autres choses. Donc, Moïse Katumbi, parce que vous m'obligez à le dire son nom, est entré en politique par la volonté du chef de l'État Joseph Kabila. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il chercherait sa mise à mort politique. Henri Mova, merci. Le secrétaire général du PPRD, le parti au pouvoir en République démocratique du Congo, Henri Mova, l'invité ce matin de Christophe Boisbouvier. Xavier Besson. L'essentiel de l'actualité internationale de ce lundi 11 juillet, la déception en France, la joie au Portugal, en football, en finale de l'Euro. Hier, le Portugal a battu la France 1-0 après prolongation. Portugal qui décroche son premier titre international. Et cela malgré la sortie de Cristiano Ronaldo, sa star, blessé au genou en début de match. Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, parle d'une déception énorme. L'équipe portugaise, elle, prépare un retour triomphal à Lisbonne. On y revient dans un instant dans la revue de presse avec Frédéric Couteau. Dans le nord de la Syrie, de violents combats se concentrent autour de la ville d'Alep, où les rebelles ont échoué à rouvrir la dernière route d'approvisionnement vers leur quartier, route que les forces du régime sont parvenues à couper. Des combats qui interviennent malgré la trêve entrée en vigueur mercredi et prolongée jusqu'à demain par le régime de Damas. Une première depuis 9 ans. Le chef de la diplomatie égyptienne était en Israël, Sameh Choukri, qui a rencontré le Premier ministre Benyamin Netanyahou, à qui il a proposé l'aide de son pays pour relancer des négociations avec les Palestiniens. Frédéric Couteau, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour à tous. À la une ce matin, des journaux africains, le coq gaulois étouffé. Oui, c'est l'une des expressions fortes ce matin dans la presse du continent après la défaite de la France hier soir en finale de l'Euro face au Portugal. La Seleção étouffe le coq gaulois, s'exclame ainsi le pays au Burkina. Le coq perdu dans sa basse-cour, renchérit aujourd'hui. Les Bleus n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, constate enquête au Sénégal. Le Portugal se joue de la France, lance Walfadjri. La marche était trop haute, soupire le pays. Les Bleus n'ont sans doute pas su gérer leurs efforts. Cette équipe portugaise, grâce à son collectif, a su constituer un mur infranchissable face au poulain de Didier Deschamps. Ainsi donc, arrivée presque en catimini en France, l'équipe du Portugal en est repartie auréolée de gloire. Mais après tout, la France n'a pas démérité, pointe le quotidien burkinabé. Elle qui a su faire vibrer et rêver toute une nation, qui a cru en elle jusqu'au bout, mais comme il faut bien un gagnant à cette ultime étape de la compétition, les dieux du football ont souri à la Seleção. La France a perdu, certes, mais on peut lui savoir gré d'avoir relevé le défi sécuritaire, relève encore le pays. Dans un contexte de menaces djihadistes, tout s'est terminé sans casse. Et c'est à l'honneur de la France d'avoir pu assurer la sécurité des joueurs et des spectateurs. La fête fut tout simplement belle. L'Afrique pleure avec la France, lance pour sa part le site d'information guinéen lejelly.com. L'équipe portugaise n'avait pas particulièrement impressionné durant son parcours dans le tournoi, mais à l'arrivée, c'est bien Ronaldo, la star des merengues, qui a brandi le trophée que convoitaient les 36 protagonistes de la compétition. Conséquence, la France pleure de déception et avec elle une partie du continent africain. En effet,
poursuit le Djeli, l'équipe française, du fait des liens historiques de l'ancienne métropole avec ses ex-colonies, mais aussi en raison de la passion toute naturelle que la pratique du foot diffuse dans son sillage à des millions de fans sur le continent africain. Il y a aussi une autre raison qui justifie davantage la grande sympathie que l'équipe française rencontre en Afrique, pointe encore ledjeli.com. Il s'agit de l'important contingent de joueurs d'origine africaine dans la sélection de Didier Deschamps. Au total, précise le journal, ils sont 10 à être nés ou dont l'un ou les deux parents sont nés en Afrique, soit près de la moitié des 23 vice-champions d'Europe, des joueurs franco-africains dont l'apport a souvent été décisif dans l'issue des rencontres livrées par les Bleus. À titre d'exemple, on rappelle que c'est par le milieu d'origine guinéenne, Paul Pogba, qu'était venu le second but libérateur en demi-finale face aux redoutables Allemands. De même, le meilleur joueur de l'équipe française d'hier, Moussa Sissoko, est d'origine malienne. Et enfin, le quotidien Aujourd'hui au Burkina replace cette défaite des Bleus dans un contexte politico-économique. Et oui, la Coupe de l'Euro 2016, rangée dans la vitrine des Portugais, les stades clos et les fan zones démantelées. Les Français devront malheureusement retrouver très vite pour certains leur quotidien habituel, pointe le quotidien ouagalais. L'éphémère mirage du triomphe sur un rectangle vert et ses vives émotions feront inexorablement place à un vécu au relief parfois cruel pour une bonne majorité de laissés-pour-compte dans un système de gouvernance qui a quelque part perdu son empreinte sociale. Alors, croit savoir aujourd'hui, referont surface la morosité de l'économie, les grèves, le chômage et autres manifestations qui ont entaché le livre de route des socialistes. À défaut d'une victoire des Bleus qui aurait pu servir d'échelle pour l'horizon 2017, le président François Hollande conclut aujourd'hui aura au moins brillamment relevé le pari sécuritaire. C'est déjà cela de gagner dans ce quinquennat qui aura tristement déçu. Merci Frédéric Couteau, c'était la revue de presse des journaux africains à suivre. Le journal des sports dans 30 secondes dans Afrique Matin et puis édition spéciale aussi tout à l'heure à 7h, heure de Paris. Ce sera avec Marie Casadebé, édition spéciale consacrée à cette finale de l'Euro perdue par la France. Tous les jours, Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens avec Catherine Roland, Frédéric Lebel et Laurent Berthaud. Et avec notre réseau de correspondants d'Istanbul à Stockholm, de Dublin à Athènes, vivez au quotidien les grandes questions de l'actualité, réfugiés, migration, dérives nationalistes, écologie, mode de vie et bien plus encore sur les ondes et sur RFI.fr à la page émission. Accent d'Europe, du lundi au vendredi à partir de 17h40 TU. RFI. Vivez votre passion du sport avec MoneyGram, transfert d'argent. Le journal des sports avec Alexandre Seban. L'Euro 2016, Alexandre, qui s'est achevé hier soir avec la victoire du Portugal. La Seleção, pour qui la rencontre avait pourtant mal commencé. Cristiano Ronaldo, le leader de l'équipe blessé au genou, devait céder sa place à la demi-heure de jeu. Et ce alors que l'équipe de France dominait devant son public du Stade de France. Domination stérile pour les Bleus. Le score en est resté à 0-0 après 90 minutes. Et dans la prolongation, à la 109e minute, Eder, le joueur de Lille en Ligue 1 française, plaçait une frappe sur la droite du Goloris. 1-0, score final. Le Portugal a donc remporté le premier Euro de son histoire. En Afrique, cette fois, le Cameroun valide quasiment déjà son billet pour la CAN des moins de 20 ans l'an prochain en Zambie. Les Lions indomptables juniors, large vainqueur de la Libye 3-0 à Bafoussam, un succès suffisamment large pour permettre en tout cas aux protégés de Cyprien Achou-Bessong un match retour plutôt tranquille dans 15 jours, mais le capitaine Samuel Umgwet reste méfiant. Gagner 3-0, ça ne suffit pas. Mais il faut aussi noter en face qu'on a un adversaire qui, à un moment aussi, n'est pas content d'encaisser beaucoup de buts. Et quand on mène déjà 3-0, il se replie beaucoup plus dans leur camp. Ce qui fait en sorte qu'arriver dans leur goal est encore plus difficile pour nous. Les Carreaux ne sont jamais cuits. Nous savons que chaque match est difficile et chaque match doit se jouer jusqu'au bout. C'est un match de football. Et les deux équipes se préparent aussi bien techniquement, physiquement que tactiquement. Mais nous avons misé beaucoup plus sur l'état d'esprit car nous sommes chez nous. Et au Cameroun, on devait donner encore beaucoup plus devant nos supporters et devant notre pays. Vous savez, savoir qu'on a un public derrière nous, c'est l'une des choses les plus importantes dans le football, savoir qu'on est soutenu. Ça nous pousse surtout à nous surpasser et à donner le meilleur de nous. Quant au match retour, nous nous préparons déjà un match vraiment très difficile. C'est pourquoi nous allons continuer la préparation, monter encore d'intensité et donner le meilleur de nous pour obtenir notre qualification car elle n'est pas encore obtenue.
Samuel Umgouet au micro de Joël Wadem. L'Afrique du Sud, elle aussi, a fait un grand pas vers la prochaine CAN. Victoire 2-0 face au Lesotho. Le Nigeria est lui allé arracher un succès précieux 2-1 sur le terrain du Soudan. Enfin, dans la dernière rencontre de ce troisième tour aller, l'Égypte a dominé l'Angola par le plus petit des écarts 1-0. Les rencontres retour se disputeront dans 2 semaines. On termine, Alexandre, avec le cyclisme. Une 9e étape du Tour de France animée notamment par 2 Africains. L'Érythréen Nathanaël Beran et l'Éthiopien Tswagbu Garmay ont figuré dans un groupe de 20 coureurs formés dès le 17e kilomètre de l'étape reliant Andorre-la-Vieille à Arcalis, mais ils n'ont rien pu faire au final. C'est le Néerlandais Tom Dumoulin qui est allé chercher la victoire dans des conditions rendues difficiles par la grêle et la pluie. Au classement général, en tout cas, c'est toujours Chris Froome en jaune. Aujourd'hui, pas d'étape, c'est repos pour le Tour de France. Merci Alexandre Seban, c'était le journal des sports. Tout de suite sur RFI, vous avez rendez-vous avec Marie Casadebé. Passez une bonne matinée, une bonne journée sur la radio mondiale. Le journal des sports Afrique vous a été proposé par MoneyGram Transfert d'argent. Plus de 30 000 points de vente MoneyGram à votre service partout en Afrique. MoneyGram, le lien qui vous rapproche.